tout, Jean-Marc Limy a écrit une quarantaine de romans, dont une dizaine pour la jeunesse, qui sont tous consacrés à la science-fiction ou au fantastique. Il a reçu le Grand Prix de l'imaginaire pour Inner City en 1997, le prix René Aimé pour Djihad en 1999, le prix de la Tour Eiffel pour Les Oiseaux de Lumière en 2001, ainsi que les prix Julia Verlanger, René Aimé et Une autre terre pour son roman pré-apocalyptique Aqua, marque déposée chez La Talente en 2006, roman qui a été traduit en Allemagne et en Chine. Un roman qui nous plonge en plein dans l'apocalypse, Exode, paru à La Talente, chez La Talente en 2012, a été nominé pour le prix européen des Utopiales 2013. Depuis 2011, Jean-Marc Limy réalise également des traductions anglais-français, toujours dans ses domaines favoris. Ensuite, à droite de M. Limy, nous avons l'auteur Ian MacDonald, très connu, né en 1960 à Manchester. Ses romans et nouvelles sont imprégnés des conflits d'Irlande du Nord, décrivant souvent des tensions entre différents groupes de population qui se distinguent par leurs origines ou par leurs pratiques religieuses. Parmi les thèmes qu'il aborde dans son œuvre, on trouve les nanotechnologies, le post-cyberpunk et l'impact de progrès technologiques rapides sur les sociétés non occidentales. Ses ouvrages majeurs incluent Desolation Road, paru chez Robert Laffont en 1989, et Roi du matin, Reine du jour, paru chez De Noël en 2009. Son roman intitulé Le fleuve des dieux, paru en 2010 chez De Noël, a été sélectionné pour le prix Utopial européen 2011. Il fait de nouveau partie de la sélection du prix Utopial européen 2013 pour son roman intitulé La maison des derviches, paru en 2013 chez De Noël. À droite de monsieur MacDonald, nous avons Thomas Day, né à Paris en 1971, grand voyageur, écrivain et scénariste de bande dessinée. On lui doit quantité de nouvelles et une douzaine de romans, dont La Voix du sabre, L'instinct de l'éclairisseur, Le trône d'ébène, Démoné, Women in Chains et Du sel sous les paupières, lauréat du Grand Prix de l'imaginaire 2013. Son dernier ouvrage en date est un recueil de nouvelles aux éditions du Bélial, 7 secondes pour devenir un aigle, où il explore le rapport de l'homme à la nature à travers 6 plongées dans les marges du monde, de l'Asie à l'Amérique du Nord, en passant par l'Australie. Et enfin, nous complétons cette table ronde avec Valérie Masson-Delmotte, née en 1971 à Nancy, ingénieure paléoclimatologue. Elle est directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, un laboratoire rattaché au CEA, au CNRS, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Ses recherches portent sur la caractérisation et la compréhension des changements climatiques passés à différentes échelles de temps, cycle glaciaire interglaciaire, instabilité rapide, dernier millénaire. Outre son travail récent sur le développement durable à découvert, Valérie Masson-Delmotte a coordonné le chapitre sur les climats passés du 5e rapport du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Très attachée à partager les connaissances scientifiques avec les jeunes et le grand public, elle est l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, en particulier pour les éditions Le Pommier, comme Le climat de nos ancêtres à vos enfants, Atmosphère, quel effet de serre, ou Climat, le vrai et le faux. Alors, je vais vous proposer une brève entrée en matière du sujet d'aujourd'hui, sujet quand même important, et ensuite je passerai la parole aux panélistes. En guise d'entrée en matière, donc, je rappellerai quelques-uns des cataclysmes récents correspondant au sommaire de la table ronde, de la nature contre-attaque. Tempêtes, inondations, tremblements de terre, cataclysmes en tout genre, la nature semble avoir décidé de se rappeler au bon souvenir de l'humanité. Le GIEC a démontré l'impact environnemental de l'activité humaine, mais d'autres paramètres, d'autres échelles de temps sont-ils à prendre en compte. Alors nous avons vu quand même de mémoire récente encore, différents cataclysmes correspondant à ce sommaire. On pourrait penser tout simplement à la tempête de Saint-Jude cette semaine, à l'ouragan Katrina, il y a quelques années. Là, vous avez une photo de la Nouvelle-Orléans sous les eaux. Les inondations en mai-juin de cette année dans les bassins du Danube et de l'Elbe. Le tremblement de terre de mars 2011, dit de Tohoku au Japon, qui a entraîné l'accident de Fukushima. Le tremblement de terre de Sumatra en décembre 2004, responsable d'un tsunami meurtrier, pour ne citer que cela. Si la nature contre-attaque, c'est sûrement parce que l'homme, avec un grand H, attaque. L'envolée des gaz à effet de serre,
Là, nous avons un petit rappel de l'envolée en question depuis essentiellement la révolution scientifique du XVIIe siècle. En remontant un peu plus loin, sur un millénaire, on voit encore mieux de quoi nous parlons. Et sur une période encore plus longue, depuis essentiellement la dernière ère glaciaire, on voit jusqu'en 1850, notez-le bien, une montée des taux de gaz carbonique, de dioxyde de carbone, qui correspond d'ailleurs très bien à l'envolée de la population. Alors nous avons l'envolée des gaz à effet de serre depuis 2 siècles, le réchauffement subséquent, vous connaissez évidemment ces tendances, et l'accaparement des ressources de la biosphère au profit de l'humanité et au détriment de toutes les autres espèces. La Terre, vue de la Lune, a l'air d'une planète encore intacte, vierge, mais quand on se rapproche la nuit, on voit très bien la marque de l'homme. Quand on se rapproche d'un peu plus, qu'on regarde les champs, les villes, du haut du ciel, on le voit encore mieux. Lorsqu'on considère la Terre dans son ensemble du point de vue de l'activité humaine, sur un diagramme comme celui-ci, on voit à la fois la densité des couloirs de navigation et la densité des réseaux routiers qui couvrent de nombreuses parties du globe. Et lorsqu'on essaie de tout résumer ça avec un seul facteur, un seul indice d'impact humain sur la Terre, on voit que, hors de quelques zones, que notre grand voyageur Thomas Day a sans doute visité, hors de quelques zones, la planète est bel et bien affectée par l'humanité. Tout cela donc fait craindre une entrée dans l'Anthropocène, le nom d'une ère géologique façonnée par l'activité humaine et qui risque d'ores et déjà d'être caractérisée par la 6e extinction massive de l'histoire de la planète. Le titre et le sommaire suggèrent 2 directions différentes pour le déroulement de la table ronde. Envisager les cataclysmes naturels qui sont de l'ordre du réchauffement climatique, du point de vue des conséquences, ou traiter des conséquences environnementales des activités humaines. En fin de compte, je pense que nous nous concentrerons sur les cataclysmes d'origine humaine. Ceux dont nous pourrions parler incluent évidemment le réchauffement climatique, où, si on se penche sur le passé récent, on constate des conséquences dramatiques associées à des températures plus élevées, maintenues sur de longues périodes de temps. Ici, nous avons un petit diagramme qui nous montre l'évolution du niveau des océans sur différentes aires géologiques. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en termes de température moyenne mondiale, on s'achemine vers ceci pour l'an 2100. On prévoit une montée des océans relativement modeste, mais si on regarde à plus long terme en arrière, on voit qu'au Pliocène, pour des températures semblables, les océans, au fil du millénaire, avaient monté beaucoup plus haut. Et une perspective plus large prédit un réchauffement futur associé au réchauffement du Soleil. Ici, on a vraiment la perspective sur des milliards d'années, mais l'humanité ne sera sans doute plus là pour en souffrir. Quoique. Sinon, quand la population humaine atteindra 10 puissance 10 personnes, toutes les conséquences déjà observées de l'activité humaine moderne risquent d'être multipliées. La destruction des habitats et des autres espèces pour laisser la place à nos champs, nos routes, nos maisons et nos supermarchés. La pollution chimique et radioactive de l'environnement, l'acidification des océans par le gaz carbonique et l'eutrophication des rivières, lacs et mers. L'eutrophication, c'est un terme savant qui renvoie aux conséquences des rejets d'engrais dans l'environnement. Ce qu'on voit sur la photo. Alors après ce bref tour d'horizon, pour nous remettre certaines choses en mémoire, je vais me tourner vers les auteurs et leur demander, selon eux, quelles sont les catastrophes les plus inquiétantes parmi celles que nous avons évoquées, les catastrophes donc associées à cette contre-attaque de la nature. Qui veut se lancer en premier? Bon, je veux bien m'y coller. En fait, je pense que vous avez parfaitement résumé la situation actuelle par votre bref exposé là. Je pense qu'en fait, on a tout à craindre. Toutes les catastrophes actuelles qui nous tombent dessus vont se perpétuer selon un cycle exponentiel, aussi bien en quantité qu'en ampleur. Et on peut dire qu'effectivement la nature contre-attaque, mais il faut quand même garder à l'esprit que la nature n'est pas un être conscient
qu'elle ne réagit pas d'une façon agressive à nos attaques, qui elles sont effectivement agressives pour elle. Simplement, l'humanité se développe de plus en plus, occupe de plus en plus d'espace, construit de plus en plus et de plus en plus vite, et déséquilibre gravement des réseaux naturels, d'écoulement des eaux, d'équilibre des vents, d'équilibre du climat, d'équilibre géologique, etc. Tous ces équilibres-là sont vraiment perturbés, et donc il en découle des phénomènes catastrophiques comme voilà, l'ouragan Katrina, le tsunami, quoi qu'encore un tremblement de terre. Je ne pense pas que ce soit tellement tributaire de l'activité humaine, ça c'est une activité géologique naturelle, tout comme les volcans. Ce qui est moins naturel, c'est qu'on construit là où le tremblement de terre peuvent affecter gravement les populations, où on construit au pied des volcans ou le long des côtes, y compris les centrales nucléaires, ce qui est une totale aberration. Bon, on va dire qu'il y a eu des modèles qui ont peut-être prédit que ça avait une chance sur 1 million d'arriver, qu'un tremblement de terre détruise la centrale de Fukushima. N'empêche que c'est arrivé. Les gens ont une chance sur 3 milliards de gagner au loto, il y en a qui gagnent. Donc ces catastrophes nous tombent dessus parce que on déséquilibre totalement la nature. Et elle va continuer à nous tomber dessus tant qu'on va persister dans ce déséquilibre. Et malgré, j'ai l'impression que malgré tous les rapports du GIEC, tous les discours lénifiants des gouvernements, tous les efforts pour laver plus vert des entreprises, la tendance lourde continue de nous mener droit dans le mur. Et peut-être qu'on prendra conscience qu'il est temps de faire machine arrière une fois qu'on se sera craché contre le mur. Malheureusement, il sera déjà trop tard. Moi, je suis assez pessimiste pour l'avenir d'une grosse partie de l'humanité à court terme, en fait. C'est ce que je décris dans Exode, d'ailleurs. La tendance est trop lourde. On est sur une espèce de train fou qui a perdu son pilote, en fait, et qui fonce à 100 à l'heure vers un butoir qui va pulvériser. Et puis là, ce sera la catastrophe ferroviaire majeure. Et donc, on va avoir des ouragans de plus en plus terribles, des inondations de plus en plus terribles, des incendies de plus en plus monstrueux, jusqu'au moment où la civilisation ne sera plus capable d'encaisser. Pour l'instant, elle encaisse encore, on répare. Là, l'être humain, dans ces cas-là, fait preuve je dirais, de la générosité qui aussi le caractérise. C'est que les catastrophes climatiques génèrent d'immenses élan de solidarité en général, et le plus vite possible on répare, et ça coûte excessivement cher. Ça nuit énormément à l'économie. Pour l'instant, la société productiviste et consumériste actuelle génère plus de profit que les catastrophes n'en coûtent, mais la barre va bientôt s'inverser, et c'est à ce moment-là que peut-être on prendra conscience, mais je pense encore une fois qu'il sera trop tard. Et on va s'orienter vers une planète qui sera très intéressante d'un point de vue paléoclimatique peut-être, puisque la planète Terre a déjà connu des bouleversements climatiques d'une ampleur bien plus vaste que celui qu'on connaît actuellement, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas d'humains. Ça a tué des bactéries, ça a tué des plantes en grand nombre, ça a tué des dinosaures en grand nombre. Bon, on peut trouver de l'empathie pour les dinosaures qui ont été les maîtres du monde pendant bien plus longtemps que nous quand même, mais néanmoins l'extinction des dinosaures a permis l'émergence des mammifères, d'où en découle. Donc on peut remercier les dinosaures de nous avoir laissé la place quelque part. Et moi j'ai l'impression que là maintenant on est au seuil de laisser la place à autre chose. À quoi bon, ça... seul l'avenir ou un auteur de science-fiction nous le dira. Thomas ou Ian? Yeah, I'm a writer, so I'm always kind of, I was trying to find stories or things that reveal
truths about the kind of people we are, about human beings. I'm going to tell you a story, and it's a true story, because I know the people involved. And at the end, it's a story I love to tell, because as I said, I know the man involved in it quite closely. But there's kind of a truth to be drawn from it. He was a policeman in Northern Ireland, and he retired from the police. And with the money he got from retiring, he and his wife liked to travel. And they were in Indonesia at the time of the tsunami in 2004. And his wife was in a hotel, and he was down at the beach. And he saw the tide go out and the waters recede and go out and out and out and out and out and out, and things exposed, that have never been exposed before. He thought, something was going on here. And he looked at the other people on the beach, and he saw they were looking panicky. And he thought, something wrong here. And he saw them start to run. He thought, okay, if they're running, I should run too. So he ran them back up the beach to the hotel, where his wife was in the hotel, to get her and get to safety. On his way up the beach, he saw a little 7-year-old girl standing there, all in a row, no one with her, a little 7-year-old girl crying, looking scared. And he looked at the little girl and he thought, nah, she would only slow me down. So he just left her and ran on to get his wife from the hotel. So he left a 7-year-old child on the beach in the path of the tsunami. And I kind of love that story because from a writer, it says a lot about the way we can react as human beings. Because if we bring that attitude towards climate change, towards man-made disasters, we are all, as they would say in Britain, right royally fucked, basically. If we all just look after ourselves and not each other, we and the planet are in very, very bad shape indeed. So there is, as I said, it's a true story. I know the people involved, and it says an awful lot about our attitude to causing climate change and also how we react to what we've done already. C'est terrible. Moi j'ai un souvenir personnel du tsunami parce que j'étais en Thaïlande quand ça a eu lieu. Alors ça a eu lieu sur la côte qui est la côte indienne en fait, côté vers l'Inde. Moi j'étais sur l'autre côte, donc j'ai rien vu à part sur CNN les images le matin au petit déjeuner, très impressionnantes. Et c'est vrai que quand vous êtes en vacances, vous regardez ces images, vous réalisez pas, vous n'avez pas envie de réaliser. Et c'est vrai qu'on est aussi allé à la plage ce jour-là, comme quelque part si rien ne s'était passé, alors qu'il y a eu 200 000 morts ou quelque chose comme ça. Personnellement, je suis beaucoup moins pessimiste que Jean-Marc Ligny sur l'avenir de l'humanité, sur tout ça. Je pense, assez fermement, que les riches survivent toujours. Et donc, quoi qu'il arrive en matière climatique ou économique ou macroéconomique, il y aura toujours des gens qui auront les moyens financiers pour vivre dans des abris anti-tempête, anti-incendie, pour vivre dans des compounds, dans des trucs privés. Donc je me dis, dans cette histoire-là, les renversements climatiques, c'est les pauvres, c'est les pays pauvres qui vont prendre. Les pays riches, les gens riches, ils trouveront toujours un moyen, et s'il faut qu'ils aillent vivre en orbite, dans une station orbitale, ils iront vivre en orbite dans une station orbitale, et ils reconstruiront un paradis en orbite, ce qui serait très ironique en fait, parce qu'après avoir détruit la Terre, ils feraient un truc artificiel en l'air. Et donc, je pense qu'on va doucement vers ça, c'est-à-dire que les gens vont mourir par milliers, les pauvres, et puis quelques riches qui ont mal choisi leur lieu de vacances aussi. Mais l'humanité va aller tranquillement vers plus de catastrophes et pas forcément moins de confort. C'est à peu près Exode que tu es en train de décrire là. Il y a aussi un film que j'ai vu récemment, il me semble, qui correspondait au refuge en orbite. Si je me tourne vers notre scientifique et qu'on parle effectivement des conséquences environnementales de catastrophes peut-être causées par l'homme, quelles sont les plus probables donc?
la première chose, c'est pour anticiper sur l'évolution future du climat. C'est un travail qui se base sur la mise en équation d'un système qui est formidablement complexe, qui prend en compte l'océan, l'atmosphère, les surfaces continentales, les glaces, toutes leurs interactions, la chimie de l'atmosphère, le cycle du carbone. Mais finalement, la première incertitude, c'est l'action de l'homme. Et dans la manière d'évaluer les mondes possibles, il y a en gros 4 principaux scénarios qui sont envisagés. La poursuite du développement selon son schéma actuel. Dans ce cas-là, on pourrait probablement tripler la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On irait vers un réchauffement de l'ordre de 4 degrés supplémentaires d'ici à 2100. On l'a dit tout à l'heure, une montée du niveau des mers de l'ordre de 1 mètre dans le scénario le plus haut, à horizon 2100, peut-être 3 mètres, à horizon 2300. En ce qui concerne le climat, ce serait un climat où le cycle de l'eau serait plus extrême, dans la mesure où on aurait une tendance à avoir moins de précipitations dans les régions aujourd'hui sèches, ou dans les saisons aujourd'hui sèches, et à l'inverse, davantage de précipitations dans les zones déjà humides, ou pendant les saisons humides. On aurait des périodes sans précipitations plus longues, mais aussi une augmentation des pluies les plus intenses, et évidemment une augmentation des extrêmes comme les vagues de chaleur. Et du coup, moi, je me pose des questions sur la manière de nommer cela. Parce que finalement, ces vagues de chaleur, ces fortes précipitations, aujourd'hui, on les appelle des catastrophes naturelles. Mais plus on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on rend cette atmosphère plus chaude, elle peut contenir plus d'humidité, elle peut être plus instable. Donc on leur rajoute de l'intensité. Et donc dans l'évolution future du climat, on aura la somme de 2 choses. Un aléa qui a toujours été là, qui sera toujours là, et puis la superposition de l'impact des activités humaines en plus. Et puis par rapport donc, aux autres conséquences, je pense qui n'ont pas été mentionnées, il y a simplement par le fait d'émettre du dioxyde de carbone, on acidifie les océans. Dans ce scénario haut, c'est un changement majeur en fait, un pH de l'océan qui baisserait de 0,3 unités en plus en 100 ans. Et finalement, par rapport à ce scénario qui est le plus fort, qui est celui sur lequel on est pour le moment en termes de développement mondial, moi ce qui me frappe, c'est pas le fait que le climat change, il a changé avant notre espèce, dans des proportions même plus importantes, c'est surtout la vitesse de ces changements. Et quand vous posiez la question de quelles sont les conséquences les plus plausibles, probables, j'ai fait une espèce de tableau du scénario haut en termes de changement climatique, mais on peut aussi envisager une prise en compte de ces scénarios. On peut aussi envisager des scénarios avec une maîtrise des émissions de gaz à effet de serre d'ici une vingtaine d'années. Et dans ce cas-là, on a encore la possibilité, si on agit rapidement, si on agit globalement, de limiter le réchauffement d'ici à 2100 à environ 2 degrés. C'est-à-dire en fait garder la même gamme de climat que celle qu'on a connue depuis environ 11 000 ans, le climat de notre période interglaciaire stable, qui a permis l'émergence de nos civilisations. Et puis pour terminer sur cet aspect-là, moi ce qui me préoccupe le plus sur un scénario de changement climatique rapide, c'est la capacité d'adaptation de nos sociétés et en particulier des civilisations, je dirais, les plus développées, les plus technologiques, les plus urbanisées. Je pense en fait, vous avez raison, les plus riches s'en sortiront évidemment. Ça a été étudié aux États-Unis, les plus riches gagnent une génération. C'est-à-dire eux en fait n'ont les effets du changement climatique que 25 ans après les autres. Mais ils n'y échappent pas. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être ceux qui ont la capacité d'adaptation la plus grande, c'est peut-être ceux qui sont le plus en prise avec leur environnement. C'est peut-être plus les civilisations nomades qui sont débarrassées du superflu, qui ne sont pas dans une économie mondialisée et qui peuvent trouver localement les éléments pour poursuivre leur activité. Ça, c'est ma réflexion sur finalement les limites aussi à notre capacité d'adaptation selon le type de civilisation dans laquelle on vit et à notre capacité individuelle de trouver notre subsistance, je dirais. Oui, je voulais juste un peu rebondir sur ce que viennent de dire Thomas et Valérie, Masson Delmotte, ce que tu décrivais, comme quoi les riches vont s'en sortir toujours, c'est à peu près le scénario de mon roman Exode, où effectivement les riches vivent dans des enclaves sous des dômes géodésique extrêmement solides et reconstruisent à l'intérieur de ces dômes un mini-climat. En fait, c'est des dômes climatisés où la végétation perdure et où ils poursuivent leurs futiles activités de riches. Tandis qu'à l'extérieur,
la grande masse des populations pauvres fait ce qu'elle peut et se bat pour survivre avec les faibles ressources qui demeurent, et se bat en général entre elles parce que c'est vraiment le struggle for life à ce niveau-là, la lutte pour la vie à tout prix. Mais la grande masse des pauvres est quand même encore assez importante pour devenir une menace pour la petite élite de riches qui n'est pas en orbite, mais prévoit d'y aller, mais vit encore sur Terre. Et ces riches en question, toujours dans mon roman Exode, ont fortement conscience que les conditions climatiques se dégradant de plus en plus sur la planète et devenant de plus en plus violentes, même leur dôme super résistant ne va pas résister à l'échelle de plus d'une génération. Donc ils savent qu'ils sont condamnés de toute manière. Donc ils s'habillent dans une espèce d'hédonisme sans fin et sans finalité, et ils vivent au jour le jour, au présent, en sachant qu'ils sont la dernière génération. Bon, il y a encore une espèce de pouvoir supranational qui a projet éventuellement de faire émigrer une partie de cette élite vers une autre planète, mais c'est un voyage lointain et hasardeux. Et les pauvres sont de toute façon livrés à eux-mêmes et sont condamnés à périr à hauteur de pas 100%, parce que je prévois un troisième tome, donc il y aura des survivants. Et c'est là que je rebondis sur ce que vous avez dit, que les populations nomades, surtout les populations du désert, qui savent tirer parti du moindre brin d'herbe, de la moindre goutte d'eau, qui savent récolter le brouillard, qui savent se nourrir de 3 fois rien et vivre avec très très peu, elles sauront peut-être s'adapter. Il y aura des pertes parce que, comme vous dites, le changement est très rapide. Et même l'humain qui est habitué à des changements rapides risque d'avoir du mal à s'adapter. Mais l'humain s'adaptera. De toute façon, l'humain est plus résistant qu'un cafard au niveau capacité de survie quand même. Et donc, il y aura des survivants qui s'adapteront, qui peut-être créeront par la suite, sur une terre transformée, un nouveau type de civilisation, peut-être des formes de tribus, peut-être on va revenir à une forme de préhistoire ou médiévale ou tribale à la façon indienne, ça je ne sais pas encore, ce sera en fonction de à quel point la Terre sera vivable à ce moment-là. Voilà ce que je voulais ajouter. Ian, did I see you want to say something? Yeah, it's the thing is that that these woes never come singly, as Shakespeare said. They come in squadrons and squadrons. In that it's not just climate change. It's also the fact that climate change is putting pressure on fresh water resources. That the population boom won't tail off for the next 20, 30 years until it kind of stabilizes. That farmland and agricultural land is under pressure. That in the next 20, 30 years we will hit peak oil and be losing hydrocarbon resources and be facing a massive energy problem, which we're beginning to see right now with massive increases in the price of hydrocarbons. And it's not just, it's all these things all working together, and it makes kind of a perfect storm, a perfect shit storm in a sense, that we are passing on to our children. And to go back to my story, my tsunami story, I mean, we have left the next generation of our kids and our grandchildren. They are the kids standing on the beach facing the great wave. That all these things are working together. It's not just one, it's all of them at the same time, and that is truly scary. Je vais de nouveau diviser les questions entre les auteurs et la scientifique. Une question un peu à plusieurs volets. D'une part, en partant de l'idée de qu'est-ce que l'humanité peut faire pour éviter les cataclysmes d'origine humaine qui nous pendent au bout du nez. Je vais m'adresser aux auteurs en leur demandant plusieurs choses. D'abord, s'ils croient que la science-fiction peut influencer le futur. Ensuite, peut-être, quelles sont les catastrophes dont la science-fiction parle trop. Et quelles sont les catastrophes dont la science-fiction
ne parle pas assez. Et ensuite, j'aurai une question pour Madame Masson-Delmotte. Quelqu'un veut-il Ça fait beaucoup de questions. Ok, on peut commencer par quelles sont les catastrophes dans la science-fiction ne parle trop. Plus généralement, la science-fiction peut parler de toutes les catastrophes, etc. etc. Je suis pas sûr que c'est un vrai impact sur les sociétés, sur les gens. Déjà, il faut en lire, il faut s'informer, s'intéresser à la science. La plupart des gens en France ne lisent pas de science-fiction, ne s'intéressent pas à la science. Il n'y a qu'à voir les chiffres de vente des livres pour s'en convaincre. Donc, est-ce que ça peut passer par des médias plus vastes que la science-fiction, que les livres, etc. Oui, je pense que c'est des choses dont on parle beaucoup à la télévision, mais en fait, on en parle, on n'explique pas, on ne montre pas, on n'a pas beaucoup de diagrammes comme vous avez montré à l'entrée. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Yann au sujet de la génération qui vient. Pas de bol, moi j'ai 2 fils qui ont 6 et 8 ans, et qui, c'est vrai que quand on réfléchit alors ils sont à moitié français, à moitié cambodgiens, déjà ils viennent d'un pays pour moitié pauvre et ils y sont allés au Cambodge, on leur a montré le pays, ce que c'était un pays pauvre, un pays rude. C'est vrai qu'on parle avec eux de pollution, d'essence, etc. Ils sont très très attentifs, ça les intéresse beaucoup, ils sont très perméables à ça. Le problème c'est que c'est pas cette génération-là qu'il faut expliquer ça, c'est la génération des parents. Eux, même s'ils sont convaincus, ils vont arriver dans un système économique où les règles de la consommation, c'est quand même aujourd'hui on est dans un système où pour exister il faut consommer. Enfin, c'est quand même délirant. Moi je le vois tout le temps avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent. Vous n'existez que si vous consommez. Si vous ne consommez pas, vous n'existez pas. Vous n'avez pas de vie ou pas de substance. C'est un retournement hallucinant de philosophie de vie. On n'a pas besoin de consommer pour exister. On a besoin de manger pour vivre, etc. Mais donc la génération qui vient, elle va arriver dans un monde où elle va subir les conséquences des 2-3 générations d'avant. Et les enfants, ils sont pour rien. Ils ont changé les ampoules, ils prennent des piles rechargeables, ils font leur maximum, mais eux, ils votent pas. Même s'ils votaient, je suis pas sûr que ça aurait un impact quelconque. Donc c'est... Autant je suis pas pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Je vous dis, les riches survivront, il y aura toujours des systèmes, des moyens de survivre, ici ou ailleurs. Autant je suis assez inquiet pour ce qui va arriver à mes enfants dans 20-30 ans, justement, quand il n'y aura pas de pétrole, quand il y aura... La catastrophe de Fukushima est vachement intéressante parce que vous êtes probablement au courant que les Japonais ont arrêté de faire l'électricité nucléaire après Fukushima. Donc c'est très bien, plus nucléaire au Japon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé du charbon, ils ont brûlé des hydrocarbures, donc ils ont lâché d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Quand il y a un truc qui merde à un endroit, ça merde sur 50 pays différents, c'est des réactions en chaîne immenses. Tout ça, oui, c'est vraiment inquiétant. Enfin, moi, ça m'inquiète pour mes enfants, pas tellement pour moi, mais pour les enfants, ça tend à m'inquiéter. C'est pour ça que j'ai écrit mon dernier bouquin. Donc le problème, ce n'est pas de changer le futur, mais le passé, ce qui est un problème vraiment très scientifique. D'autres commentaires, Jean-Marc, Liam? Oui, je voulais un peu préciser sur ce qu'a dit Ian McDonald, la parabole de la petite fille laissée sur la plage que je trouve magnifique. Et le fait qu'effectivement, dans le mode de la société de consommation actuelle, toute la merde qu'on rejette, on va la laisser à nos enfants. Et les enfants de nos enfants, sans doute, c'est pas si loin que ça, on sera grand-père ou arrière-grand-père, eux n'auront plus que la merde à bouffer en fait. Parce que les biens de consommation vont se réduire. Il y a quelque chose dont peut-être la science-fiction ne parle pas assez, justement. Effectivement, c'est très photogénique, je dirais, de décrire une grande tornade, un grand ouragan, un énorme cataclysme. Il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux qui est la réflexion des ressources. Et pas seulement le pétrole, mais l'or, les métaux,
tout ce qui fait la base de notre société, le fer, les métaux rares dont sont composés nos ordinateurs, nos téléphones portables, etc. Le plastique issu du pétrole. Alors bon, on a beau faire des sacs plastiques à base de maïs, mais ils sont biodégradables. Si vous faites un ordinateur en plastique à base de maïs, au bout de 6 mois, il vous tombe entre les doigts. Donc ça, c'est peut-être très bien pour les fabricants d'ordinateurs. On sera obligé de les changer tous les 6 mois puisqu'ils vont tomber en miettes. On les change tous les ans, là. Donc... mais voilà, la raréfaction des ressources, ça, c'est quelque chose dont on parle pas. Et la ressource principale, évidemment, l'eau potable. C'est le sujet dont je vais traiter dans Aqua. On a l'impression que l'eau tombe du ciel et donc est abondante et qu'on peut en avoir des quantités, où on peut la dessaler de la mer, etc. Mais dessaler l'eau de la mer, c'est quelque chose qui coûte très cher. L'eau qui tombe du ciel, elle est pas potable d'abord. Il faut des unités de traitement pour la rendre potable. Et puis elle ruisselle maintenant que les plaines et les montagnes sont bitumées, que les forêts sont arrachées et que l'eau, au lieu de s'enfoncer dans la terre, elle s'écoule, elle inonde, elle fait des torrents de boue, elle détruit des villages et elle se précipite vers la mer. Les nappes phréatiques les plus profondes qu'on exploite ne sont pas indéfinies non plus. Il y a déjà, je crois, 1,3 milliard 300 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, ni à l'assainissement, donc qui meurent de maladies liées aux eaux insalubres. C'est du genre de l'ordre de 1 million d'enfants par jour, ce qui est quand même assez phénoménal. Mais c'est les pauvres. Donc de nos pays riches, c'est pas un sujet qui nous préoccupe vraiment, quoi. Peut-être ça va nous préoccuper le jour où l'eau du robinet deviendra non potable et puis où l'eau en bouteille sera à 10 € le litre. Hein. Là, ça va commencer à nous préoccuper, mais pour l'instant, voilà, on laisse la merde à nos enfants, effectivement. Ian? You've caught me. Yeah, I think the problem is that increasingly human beings think in the short term, and we are less and less able to think and act in the long term. And that's not just like planning for next year or the next 5 years, it's planning for 50, 100, 200 years from now. And I think part of it is because of the way our economy works, where short-term gain will always outweigh the benefits from a long-term investment. It's much easier to trade and kind of flip economic assets very, very quickly and extract small amounts of profit very quickly than it is to invest in something for the long term. And I fear that that is what is ultimately going to kind of hamper our efforts to deal with climate change and resource management, in that in democracies the government will always do whatever it needs to do to get elected. In Britain at the moment, with the Conservatives, with David Cameron's Conservative Party, they are going back on all their green pledges that they've made to basically preserve the environment, because they find it costs them votes. And this, in a sense, is the worst kind of short-term politics. They're just looking to the next election so they can get back into government again. And so I think there are economic and political limits to our ability to look in the long term. I'm not sure how we can do that. I'd be very interested to hear what scientists who know about these things have to say about it. But it worries me very much. And I'm kind of interested in things like the Long Now organisation, which Neil Stevenson and Brian Eno are part of, which basically builds projects that will only end hundreds of years from now. It's designed to, they're building a thing called the Clock of the Long Now, which is a clock that will run for 10,000 years. It strikes 1 second every year. Every century a bell chimes for an hour. And the idea is that this clock will run for 10,000 years.
And it's powered by human beings. Basically, every year people wind the clock up. And that's interesting because it's a huge project that makes you think about a much longer time frame than we live in right now. It's also quite optimistic because it's saying that 10,000 years from now, there will still be somebody to go up and wind up the clock of the long now. You know, that there will still be people around who know what the project is, who followed it all the way through and will be there to do something about it. But, yeah. Donc je me tourne vers notre scientifique qui peut choisir de répondre à la question « La science-fiction peut-elle nous sauver ?» ou qui peut aussi choisir de répondre à la question « Quelle voie concrètement pouvons-nous choisir maintenant, d'ores et déjà, pour sauver l'avenir entre les puits de carbone et la géo-ingénierie et qui sait, tout cela exigeant bien sûr une volonté politique comme on vient de nous le rappeler ?» Alors j'ai envie de réagir sur beaucoup d'aspects évidemment. Le premier aspect, je pense que j'ai envie de mentionner, c'est l'impact à long terme de nos activités. Et peut-être que c'est un élément qui n'est pas tellement connu, mais le dioxyde de carbone qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui, il aura des effets sur le climat sur le très long terme. On estime que sur les émissions d'aujourd'hui, au moins 20% auront encore un effet sur le climat dans 1000 ans. Et ça rend ce changement climatique en partie irréversible à l'échelle de plusieurs vies humaines. Et c'est un aspect extrêmement important dont on parle peu, toujours parce qu'il y a cette obnubilation par rapport aux risques de court terme. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est finalement comment les scénarios qu'on construit modifient le présent. Vous regardez les prévisions météo, vous les écoutez, et vous choisissez comment vous habillez en fonction. Vous regardez les prévisions de trafic automobile avec un GPS et vous pouvez changer votre itinéraire en fonction de ça. Et pourtant, pour le climat, on a ces simulations, on a des résultats qui sont robustes, qui résistent à l'examen critique, qui sont très robustes, et pourtant, on a l'impression que la société n'en tient pas compte. Et quelque part, beaucoup d'ouvrages de science-fiction qui permettent de donner un visage humain finalement à ces scénarios, ils nous montrent des scénarios qu'on ne souhaite pas. Ils sont anxiogènes. Et je pense que ce qui est difficile, c'est construire une forme d'utopie réaliste, c'est-à-dire un scénario dans lequel on pourrait se projeter. Et je vais essayer de le reformuler autrement. Sur l'évolution d'un indicateur, qui est l'évolution de la température globale, le dernier travail des experts sur le climat du rapport du GIEC, la dernière illustration, elle est essentielle. Elle montre que ce qui compte, c'est pas la trajectoire à laquelle on va émettre des gaz à effet de serre au cours du temps, c'est le cumul des émissions. C'est-à-dire peu importe si on les émet rapidement puis qu'on arrête, ou lentement et puis qu'on ralentit, ce qui compte, c'est le cumul des émissions de gaz à effet de serre depuis l'ère industrielle. Donc ça compte pas que ça a été émis par vos grands-parents, vos parents, vous, vos enfants, par les Américains, les Européens, les Australiens ou les Chinois. Ce qui compte, c'est le cumul. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut arriver à dépasser un certain nombre de blocages politiques sur la notion de responsabilité historique versus actuelle. On est tous quelque part partie prenante de ce cumul d'émissions. Et la seule chose qui me rend optimiste, c'est la capacité de changement humaine. On a beaucoup d'exemples de révolutions, même non violentes, liées à des prises de conscience, à certaines personnes visionnaires qui ont réussi à donner envie de modifier les comportements actuels. On en a plein dans l'exemple. Ma fille de 12 ans travaillait sur l'exemple de Gandhi en classe, et c'est un exemple assez brillant, je dirais. Et pour ça, je pense qu'il faut surmonter une image de la réussite sociale liée à la société de consommation, un fonctionnement sur le court terme, et l'actualité française, elle est assez frappante de ce point de vue-là. Prenons l'exemple de l'agriculture bretonne, qui est sinistrée parce qu'elle est en compétition mondiale, avec du moins-disant socialement, c'est-à-dire des salaires à la limite de l'esclavagisme sur la production agricole, avec le moins-disant en termes d'environnement. Une des possibilités, c'est de changer la fiscalité, et on détruit les portiques qui correspondaient à la mise en œuvre de ce changement de fiscalité. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire, et il me semble que dans les voix qu'on entend peu, il y a celle des grands-parents, parce que finalement quand on est grands-parents, on peut faire le bilan. On a vécu de nombreux changements, de regarder vers le passé, et on a envie aussi de se projeter vers les générations qui suivent. Et puis il y a la voix de la jeunesse, dans ce débat-là sur le changement climatique, parce qu'il ne s'agit pas de générations futures, mais il s'agit
de générations aujourd'hui présentes pour lesquelles on inscrit la trajectoire du climat sur une certaine ligne s'il n'y a pas de changement dans les 10-20 ans à venir. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme élément imparfait de réponse à ces nombreuses questions. Vous aviez aussi indiqué que vous vouliez peut-être parler de mesures plus concrètes, plus carbone, ou peut-être critiquer les scénarios de géo-ingénierie. Oui, alors sur la géo-ingénierie, ce que je voulais juste mentionner, c'est qu'on peut faire pire que le changement climatique tel qu'il est, c'est-à-dire l'expérience grandeur nature non maîtrisée. On peut donner un exemple, celui de l'action sur la quantité de rayonnement solaire qui agit en émettant des particules de poussière dans l'atmosphère pour imiter quelque part des éruptions volcaniques. Si on met en place ce type de technologie, imaginons, on peut en partie compenser le réchauffement de surface. Pas parfaitement parce que l'activité du soleil ou les gaz à effet de serre n'ont pas le même effet entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver, entre les différentes latitudes, mais on pourrait masquer une partie du réchauffement. Par contre, on aurait des effets très différents sur les régimes de précipitation, en particulier dans les régions de mousson. Et enfin, si on déploie cette technologie, on est quelque part obligé de la poursuivre, dans la mesure où ces particules ont une durée de vie courte, quelques années. Si on arrête de les mettre dans la haute atmosphère, alors très rapidement, en 10 ans, le climat s'ajustera aux gaz à effet de serre qu'on aurait continué à émettre. Et donc, au lieu d'avoir ce changement climatique que je décrivais tout à l'heure en 100 ans, on pourrait quasiment avoir la même amplitude, mais en 10-20 ans, donc quelque chose d'encore plus brutal. Et je pense que cette idée de géo-ingénierie, qui est d'ailleurs promue par les climato-sceptiques américains, par un certain nombre de grands groupes industriels, quelque part c'est l'illusion qu'on peut ne pas changer notre mode de vie et on peut gagner une génération, 2 générations. C'est vraiment l'illusion de la solution technologique. Et quelque part, je pense que ça pourrait nous placer dans une situation de risque encore plus grand en cas d'arrêt de ce type de méthode, qui a d'ailleurs un tas d'effets collatéraux très négatifs. Mais la clé du problème, vous venez de la citer, c'est notre mode de vie. C'est la façon dont nous vivons. C'est les besoins qu'on s'est créés, les envies qu'on s'est créées et auxquelles on ne peut plus résister. On est prisonnier de ça, esclave. Presque miraculeusement, il nous reste aussi du temps pour les questions de la salle. J'avoue que je ne vous ai pas prévenu que vous auriez la possibilité, parce qu'après tout, c'est assez imprévisible chaque table ronde. J'ai évidemment quelques dernières petites questions à poser à nos panélistes, mais s'il y a des personnes dans la salle qui voudraient poser des questions, il y avait hier ou avant-hier une personne avec un micro, et je pense que je vois une personne avec un micro. Donc, si jamais il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait profiter du micro et poser une question, soit à nos auteurs, soit à notre scientifique, il nous reste un petit 5 minutes. Alors, levez la main, attirez l'attention de notre assistant. Bonjour. C'est une question pour tout le monde, à la fois pour les scientifiques et les auteurs. Est-ce que justement, dans la science-fiction, l'influence des régimes totalitaristes, par exemple, serait justement un constat d'échec par rapport au fait que les sociétés modernes démocratiques ne sont pas capables de changer assez vite pour contrer le réchauffement climatique, par exemple? Vous voulez dire qu'un régime totalitaire serait plus en mesure de régler le problème ou de le prendre à bras le corps? J'en suis pas du tout certain. À mon avis, c'est pas une question de régime politique, c'est une question de volonté politique. Et les régimes totalitaires actuels sont tout aussi intégrés dans le marché mondial et la société de consommation que les régimes démocratiques. Là, je vois pas, par exemple, la Corée du Nord prendre des mesures drastiques pour lutter contre le réchauffement climatique. En même temps, ils ont existé que 2 heures par jour. Oui, ils n'y contribuent pas fortement non plus, effectivement. Mais non, là, je pense pas que ce soit une question de régime politique quelconque, qu'il soit de droite, de gauche, totalitaire ou collectiviste. C'est juste une question de volonté des peuples, en fait. Moi, je pense que comme disait Ian MacDonald à l'instant, le gouvernement anglais, tout comme le gouvernement français, allemand, américain, etc., ne pense qu'à sa prochaine réélection
et à avoir suffisamment de budget pour rembourser la dette et mener ces projets industriels, si possible, le plus rentable possible, avec le soutien des industriels. Donc, ils ne sont pas du tout dans une optique de vouloir changer globalement le climat. Le climat, ils vont en parler, ça va être un beau programme électoral. Ils vont prendre des mesurettes. Voilà, en France, on veut instaurer l'écotaxe. Bon, ça fait hurler les populations qui sont déjà étranglées par le prix de l'essence et qui disent non, on va encore payer en plus pour des camions qui polluent. Au lieu d'instaurer une écotaxe, on développerait le transport ferroviaire des marchandises. Ce serait déjà une mesure un peu plus efficace, mais qui est moins rentable économiquement. Donc on en est toujours là. On en est toujours là, et tant que ça durera comme ça, on va foncer dans le mur, quoi. Quel que soit le régime politique, à mon avis. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est pas quelque chose qui dépend du régime politique. Et en même temps, peut-être décrypter la position d'un des acteurs sur la question du climat, qui est celui de la Chine, et les défis qui se posent du côté chinois, qui sont la vulnérabilité de ce pays particulièrement à l'évolution du climat, une vulnérabilité très grande. Le défi lié à la politique de l'enfant unique, qui va faire reposer sur le poids d'une génération, plusieurs générations dans les années à venir. Et donc leur politique, elle est de sortir un maximum de gens de la pauvreté, essayer de mettre en place des systèmes comme nous l'avons, d'assurance par rapport aux aléas divers et variés, qu'ils n'ont pas, en espérant construire de cette manière-là une société un peu plus résiliente d'ici 20 à 30 ans par rapport au changement climatique. Et c'est un vrai débat. L'absence de contre-pouvoir, en particulier l'absence de presse libre en Chine, rend la discussion des questions environnementales et climatiques difficile. Et on sent une prise de conscience du gouvernement chinois, par exemple, d'un enjeu de stabilité sociale par rapport à ces aspects de changement environnementaux. Mais je pense que l'enjeu dépasse les sociétés totalitaires ou démocratiques. Il est vraiment un enjeu de transformation profonde et de la manière de penser le long terme, malgré un contexte économique qui pousse au court terme. Alors voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vais conclure en lançant une question, la question qui tue, à tous nos panélistes, en leur demandant peut-être de répondre relativement brièvement. Alors en commençant par Valérie et en continuant vers l'extrême droite, symbolisée par Mussolini. La question qui tue, êtes-vous optimiste pour la suite? Valérie. Alors si c'est juste pour parler de changement climatique, je pense que on va devoir faire face à un climat qui va changer. Une partie de ce changement peut être maîtrisée si on agit dans les prochains 10-20 ans. Je sens un certain nombre de frémissements, c'est-à-dire la volonté de nombreux acteurs locaux, concrets, pour se mettre en situation d'agir. Je vois de nombreux jeunes, de nombreux étudiants qui ne veulent pas en fait poursuivre le développement tel qu'il a été engagé précédemment. Et en même temps, il y a cette formidable inertie des pouvoirs en place, et parfois des gouvernements également. Et donc, de ce point de vue-là, je suis vraiment partagée entre la perception d'une volonté de transformation et de changement, et puis beaucoup de conservatisme quelque part, qui freine de toute leur capacité par rapport à cette transformation. Et par contre, ce que je souhaite faire, c'est que les résultats scientifiques qui existent, qu'ils soient utilisés par tout un chacun, dans vos décisions, dans vos choix, l'information sur les scénarios d'évolution future du climat, du niveau des mers, etc., ils sont disponibles et n'hésitez pas à vous en servir. Je fais de mon mieux. J'écris des histoires qui parlent de ça et j'explique à mes enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre, mais je vote. Voilà. Yeah, generally I'm optimistic because I believe that people generally can act together for the greater good of everyone. I hope and I believe that's so. I fear that our society has moved to a position where everyone is thinking for themselves and only for themselves and for the short term. But I do believe that we wouldn't have got where we are today, for good or for bad, unless we could work together and kind of share a vision and a hope. And I kind of believe that people are still capable of that.
that we won't leave the child on the beach. Moi, je voudrais terminer par une autre anecdote qui me laisse quelque peu dubitatif et on en tirera ce qu'on peut en tirer quand même. Il existe une société privée d'origine américaine, je crois, qui s'appelle Mars One et qui a le projet d'envoyer d'ici 10 ans des capsules habitées vers Mars pour fonder sur place une colonie permanente. Donc elles enverraient des vaisseaux habités qui ne reviendraient pas. Donc les gens qui iraient sur Mars ne reviendraient pas, mourraient sur place dans ce désert glacé où la vie est drastiquement absente. Et donc ils ont cette société Mars One qui dispose d'un budget confortable, qui va avoir un partenariat avec la NASA ou l'ESA, je ne sais pas, pour lancer des vaisseaux spatiaux, a fait un appel à candidature de ces pionniers du désert et de la dernière chance, si je peux dire, en espérant peut-être récolter quelques dizaines ou au mieux centaines de candidatures. Ils veulent envoyer 100 personnes sur Mars d'ici 10 ans, 2024. Ils ont reçu plus de 200 000 demandes. 200 000 personnes sur Terre, au minimum, venant de tout pays, pas seulement des États-Unis, mais de Chine, d'Inde, d'Afrique, d'Australie, d'Amérique du Sud, sont prêtes à tout lâcher sur cette planète pour aller vivre dans un désert glacé où les conditions de vie sont épouvantables, dans des modules étroits de 2 mètres sur 3 et dans un cycle de vie totalement artificiel et recyclé, où ces colons-là seront le terreau des générations suivantes, etc. Le but étant d'établir, comme je le disais, une colonie permanente sur Mars qui doit vivre en autarcie et en circuit fermé. Donc voilà, je m'interroge, ces 200 000 personnes, est-ce que c'est le début d'un sauve-qui-peut de la Terre? Est-ce que c'est une formidable lueur d'espoir? Puisque c'est foutu ici, on va recréer un nouveau monde à partir de rien, parce que sur Mars, l'écologie est à peu près réduite à zéro, donc on peut à peu près tout se permettre. La question reste ouverte. Merci beaucoup.